Autre actualité, c'est Curiosity. Curiosity, vous savez, c'est cet engin qui fait, s'est posé sur Mars l'été 2012, et ça fait 9 ans qu'il explore le cratère Gale. Et il est un peu vieillissant, il a des roues qui ont des problèmes de tenue mécanique, mais vaille que vaille, il est bien méga de sa durée de vie nominale. Et il a fait des observations assez étonnantes d'une tornade de poussière que je montre ici. Il y a des tornades de poussière très fréquentes sur Mars. Je reviendrai sur Insight, on a des problèmes à ce sujet. Et vous savez que sur Mars, il fait tout le temps beau, il y a très peu de nuages. Mais on arrive quand même au coucher du soleil à voir quelques nuages. Vous avez cette photo en haut à droite où on arrive à détecter des nuages, mais c'est plutôt l'exception. La règle, c'est que quand il ne fait pas beau, c'est quand le vent se met à souffler. Et à ce moment-là, vous avez toute l'atmosphère qui se trouble et la visibilité devient catastrophique. Alors pour Curiosity, c'est pas un problème, parce qu'il est alimenté par une pile nucléaire qui est la chose blanche ici, à l'arrière. Et cette pile nucléaire lui permet d'avoir de l'énergie, même s'il y a une tempête de poussière. Ce qui n'est pas le problème pour Insight. Alors Insight, je vous montre quelques images. Donc là, vous avez le sismomètre français, puisque nous avons un sismomètre français sur Mars. On en est très fiers, on a eu pas mal de difficultés pour le fabriquer, c'était un peu calamiteux, une expérience qui finalement a coûté fort cher. D'ailleurs, il faut bien dire que c'est à cause de nous que la mission est partie avec 2 années de retard. Donc ça, les Américains n'étaient pas très contents, mais c'est la vie. On est en coopération, donc chacun assume ses difficultés comme il peut. Et donc le sismomètre, il est protégé par ce dôme que vous voyez ici, qui est un dôme à la fois contre le vent et contre les variations thermiques. Vous savez que sur Mars, il fait très froid, il fait 0 degré le jour à peu près, tous les jours, et il fait moins 90 toutes les nuits. Et c'est à peu près immuable, avec un effet saisonnier, entre l'hiver et l'été, ça peut varier un petit peu. Et le cycle diurne est toujours entre 0 et 5. Alors, ce que je vous montre là, c'est que le sismo marche très bien. On a détecté 500 événements. Alors, je parle d'événements parce que parfois on ne sait pas très bien quelle est la cause du tremblement. Le sismomètre est extrêmement sensible. Là, de ce côté-là, ça fonctionne très très bien. Mars ne nous aide pas beaucoup dans la mesure où Mars ne vibre pas beaucoup. Voilà. On espérait avoir un peu plus de tremblements de Mars. Surtout, on n'a toujours pas des gros tremblements. Le tremblement de Mars le plus intense qu'on a eu était de magnitude 3,6. Je crois que si on vivait en ce moment un tremblement de terre de magnitude 3,6, on sentirait à peine. Donc c'est vraiment très petit. Or, plus le tremblement d'une planète est intense, plus les signaux sismiques s'enfoncent profondément, vont lécher le noyau avant d'atteindre le sismomètre. Et donc, si on veut arriver à sonder vraiment l'intérieur de Mars très profondément, il nous faut le Big One, il nous faut un tremblement de terre très intense. Et alors, Big One, toute chose relative, on n'est pas en Californie. Là, si on atteint une magnitude 4 ou 4,5, on serait absolument ravis. Donc il faut la durée, il faut durer le plus longtemps possible, et un sismomètre, il ne faut pas l'embêter, en gros il ne faut rien faire. Or, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses ici, et la raison vient de ce qu'on a des petits problèmes avec ce câble-là. Ce long câble, il y a 200 fils qui passent là-dedans, c'est une issue de technologie, et comme il y a à peu près 100 degrés d'écart entre le jour et la nuit, ce câble a tendance à craquer avec des craques thermiques. Et donc, ces craquements font créer des signaux parasites sur le sismomètre. Et le responsable scientifique français, Philippe Le Lyonnais, de l'Institut de physique du Globe, a eu cette idée géniale de dire mais il faudrait enterrer le câble. Donc, si on enterrait le câble, on amortirait les variations thermiques et les glitches, ce qu'on appelle les glitches, seraient fortement amortis. D'où ce qu'on fait avec cette pelle. Et en fait, on prélève du sable à gauche et on le fait tomber sur le câble. Vous voyez qu'ici, on fait tomber du sable.
Et en fait, on a fait tomber le sable aussi un petit peu sur le windshield, sur l'écran thermique. Et là, on a découvert quelque chose auquel personne ne s'attendait. Vous voyez qu'au moment où c'est pas de la poussière, au moment où le sable tombe sur le bouclier devient super propre. Vous voyez, il y a une tache blanche. Là, ici, il est tout propre, alors que partout ailleurs, il y a plein de poussière. Or, la poussière sur Mars, c'est un petit peu le cauchemar, mais il y en a partout, absolument partout. Et j'y reviendrai sur l'énergie, ça nous pose un vrai problème. Mais ce phénomène très curieux qu'on voit sur ces successions d'images a été mis à profit parce qu'on a un problème d'énergie. On a un vrai problème d'énergie. On a perdu 80% de l'énergie qu'on avait au moment où on s'est posé en novembre 2018. Et 80%, bah, c'est énorme. Donc on commence à être à court d'énergie au point où on va peut-être devoir arrêter le sismomètre pour des raisons d'économie d'énergie. Parce que s'il n'y a pas assez d'énergie, toute la station va se mettre en rideau, comme on dit, c'est-à-dire tout va s'arrêter. Et ça risque d'être assez catastrophique. C'est pas la mort assurée, mais ça pose des tas de problèmes, c'est déjà arrivé une fois. Et on évite absolument de tout mettre en rideau, faute d'énergie. C'est comme si la batterie de cet ordinateur s'arrêtait, et bien Windows s'arrête. Et donc ça, on veut l'éviter à tout prix. Or, on rentre dans l'hiver. Donc, on rentre dans la féerie. C'est-à-dire que cet été, on va être au plus loin du soleil. Donc l'énergie solaire va baisser, et donc on va devoir probablement, pendant cet été, éteindre le sismo pour que la station reste active. Alors vous allez me dire, elle reste active, mais elle ne mesure rien, ben, c'est un pis-aller. Mais on veut éviter qu'elle se mette, comme je l'ai dit, complètement en rideau. Et ensuite, on va avoir à peu près 6 bons mois de travail, parce qu'on va sortir de la féerie, mais on va avoir un autre problème, c'est que l'hiver va arriver, et au printemps 2022, l'hiver va arriver, donc là aussi l'énergie va baisser, et là malheureusement on est absolument certain, ça a été annoncé par le responsable américain, Bruce Banerjee, la mission InSight va s'arrêter à peu près en avril 2022. Sauf miracle. Et le miracle, c'est ce que je vous ai montré ici. C'est ça qu'on veut. On aimerait bien que ce petit machin, là, ce Dust Devil, qui est notre Curiosity, il y en a un qui vienne sur InSight. Parce que si il passe sur InSight, il va nettoyer les panneaux solaires. C'est un super aspirateur. Les tornades sont des aspirateurs. D'ailleurs, il y a des traces sur Mars noires, il y a beaucoup d'images comme ça. Et ce sont les traces de ces Dust Devil. Le problème, c'est que depuis octobre 2018, aucun Dust Devil n'est passé sur InSight. Donc, il y en a qui sont passés par très loin. On a vu les traces, mais on n'a pas eu de chance. Et donc, on en est à voler des chairs, en espérant qu'un Dust Devil passe dessus pour nettoyer, et à ce moment-là, on pourra continuer. Voilà, ça c'est l'actualité sur InSight. Je passe à Persévérance. Vous savez, Persévérance, c'est le frère quasi jumeau de Curiosity. Persévérance, il est tout à fait là où il est en haut à gauche. Voilà, je vais faire un petit zoom. Voilà Persévérance. Et celui-là, il est photographié par Ingenuity. En fait, la photo que vous avez ici, c'est une photo prise par Ingenuity. Ça, c'est le pied d'Ingenuity, comme ici. On voit l'autre pied de droite. Donc il est à 8 mètres de latitude, et il a pris une photo, et il y avait Persévérance dans le champ. Donc c'est le vol des frères Wright, ou de Clément Ader, si on veut s'intéresser un peu à la France, mais sur Mars. Et donc ce fameux Ingenuity, c'est un petit hélicoptère. Je vais vous montrer cet hélicoptère, donc il est là. Et il n'est pas lourd, hein, il fait 1,5 kg. Et qu'est-ce qui se passe, voilà. Et donc il décolle. Et tout ça est automatique, bien sûr, il n'est pas piloté par la Terre. Et il en est à son 8e vol, et ça se passe très très bien. Vu qu'il a fait 8 vols. Alors là, il va sortir du champ, je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Est-ce que je peux? Parce que je suis un présentateur, il va revenir. Donc il fait des allers-retours, il prend des photos. C'est vraiment un démonstrateur, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas du tout fait pour
vu qu'il a largement rempli sa mission, eh bien, on va essayer de l'envoyer en avance de phase là où Persévérance va se promener pour observer des zones, savoir s'il y a des cailloux, savoir s'il y a des choses comme ça. Et donc, c'est un petit peu le principe de l'intérêt de ces drones, sachant qu'il faut comprendre que, vu la pression sur Mars, Ingenuity volera sur Terre à peu près à 30 ou 40 km d'altitude. Ce que les hélicos ne font absolument pas. Donc il faut un hélicoptère vraiment... Il est arrêté. Il est revenu, mais j'ai l'impression que le film est arrêté. Il est revenu. Vous l'avez vu? On l'a rangé en arrière. Parce qu'il fait un aller-retour. Alors évidemment, il y a une caméra qui est fixe, on ne peut pas le suivre en son vol, parce que tout ça on est parfois à 10 minutes de lumière, on ne peut rien faire en temps réel. Et pour l'instant, la caméra n'est pas assez armée sur Ingenuity pour le suivre pendant son vol. Donc il part et il quitte le champ de la caméra, et ensuite il doit revenir. Alors il y a évidemment ce succès très technologique pour l'instant, pourrait se traduire dans les 10 ans qui viennent avec des missions, des drones beaucoup plus importants, cette fois pour réellement faire de l'exploration dans des zones très accidentées. Le rêve, ça serait d'aller dans Valles Marineris, par exemple, ou des choses comme ça. Là où aujourd'hui on ne sait pas aller, voilà, et tout ça est totalement automatique. Il a quand même une caméra à bord qui nous permet de vérifier qu'il ne se pose pas n'importe où. Il a deux caméras, une qui fait l'image que je vous ai montrée et une qui fixe ce qu'il a sous son site d'atterrissage. Alors, les Chinois ont réussi leur coup. Franchement, personnellement, je n'y croyais pas, mais je dois dire que chapeau, puisque les Chinois avaient fait une tentative en 2011, première tentative vers Mars qui a été ratée, non pas à cause des Chinois, mais à cause des Russes, puisque la sonde qui portait le microsat chinois n'est jamais partie de Mars. Et en 2020-2021, une grosse sonde est partie au Tianwen, et un engin s'est posé qui est l'atterrisseur où il est à droite. Et alors ce selfie, moi, la première fois que j'ai vu cette image, je me suis dit, bon, ça c'est une illustration. Donc les illustrations, ça ne m'intéressait pas trop. Et en fait, ayant revu un jour, j'avais vu la légende. En fait, non, c'est un selfie. C'est un selfie parce que sous le rover Zhurong, ici, il y avait une petite caméra qui a été larguée au sol. Et ensuite, le rover a reculé et la caméra a pris cette photo. Et ça, même les Américains n'avaient pas fait. Donc, bravo les Chinois. Alors, Zhurong, il est un peu comme Opportunity, pour ceux qui s'en souviennent, ou Spirit. Il a un ellipse un petit peu comme Calcam, Supercam sur Curiosity. Et puis un radar, ça ce sont des antennes radar, il y a deux radars en fait, il y en a un là et un là, pour sonder à différentes fréquences le sous-sol de Mars. Alors les Chinois ne sont pas très bons en communication, c'est moins compliqué, donc on attend un petit peu qu'ils nous disent les résultats qu'ils ont. Et pour l'instant, il y a juste ce selfie essentiellement et d'autres images. Voilà, ça c'était pour vous parler de l'actu, mais ce n'est pas le cœur du sujet de ce soir. Le cœur du sujet de ce soir, c'est un autre sujet que j'ai appelé Objectif Mars en passant par la Lune. C'est le fait qu'il y a dans les cartons des Américains surtout, évidemment le monde entier scrute un petit peu cette idée, et depuis fort longtemps, depuis 70 ans, l'idée qu'un jour ou l'autre, il y aura des hommes qui vont aller sur Mars. Alors quand je dis 70 ans, je fais référence à un livre de Wernher von Braun. Alors pour ceux qui s'en souviennent, Wernher von Braun c'était le père des V2, mais c'est aussi le père de la Saturne V, puisque Wernher von Braun a eu la bonne idée, non pas d'aller côté soviétique, mais il est allé côté américain. Il s'est rendu auprès des Américains, et très discrètement, dans le grand secret, il a été exfiltré aux États-Unis. Et après plusieurs années sous le secret, petit à petit, il s'est mis à travailler aux États-Unis. Et en 1952, donc on est 7 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il sort son livre, The Mars Project,
où il avait imaginé déjà une mission martienne extrêmement ambitieuse. J'ai mis quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc 4000 tonnes, c'est tout ce qu'il faut envoyer vers Mars. 10 vaisseaux qui partent et 70 personnes. L'équipage, c'est pas 5-6, c'est 70 personnes. Alors tout ça a été complètement fou, mais après lui, il avait fait des calculs. Voilà, il avait essentiellement calculé des choses. Voilà la fusée qui avait décollé. Sur la partie basse, il y avait 51 moteurs. Ce sont les moteurs de l'époque, on a envoyé hydrogène peroxyde et hydrazine. C'était à peu près ce qu'on savait faire à l'époque, c'était probablement pas très loin des moteurs de V2. Et à l'étage supérieur, en fait, c'est une fusée à 3 étages, sur lequel il y a des ailes. Bon, ça, c'était à l'époque, on mettait des ailes sur les fusées, depuis, on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Et le 3e étage, et l'équipage est tout là-haut. Donc, c'est une fusée absolument monstrueuse. J'espère que c'est pas là. Voilà, donc dans le schéma de Werner von Braun, il vous avait une armada d'une dizaine de vaisseaux qui partaient vers Mars et qui arrivaient en même temps, ce qui est complètement irréaliste, mais après tout, on peut toujours rêver. Et il avait un autre concept qui était un peu fou, c'était que ces fusées atterrissaient à l'horizontale, c'est-à-dire c'était des avions qui se posaient sur la surface de Mars, sur un aérodrome, on va dire. Alors des aérodromes sur Mars, il n'y en a pas, et aujourd'hui, personne n'imagine faire poser une fusée à l'horizontale si elle est sur une piste. Parce que tout simplement, il y a plein de cailloux partout, c'est complètement, ça ne marche pas. Et ensuite, on enlève les ailes, et puis on redresse la fusée, et ça fait un véhicule de retour qui peut redécoller. C'était ça un peu le schéma vers l'environnement, qui était un peu délirant, mais voilà, là vous voyez le schéma, les ailes sont enlevées, et le Mars Ascent, dont je vais vous parler tout à l'heure, peut redécoller ensuite pour ramener l'équipage vers la Terre. Ça, c'est le schéma de Werner von Braun. Alors après, il y en a eu d'autres, là en 1969, une autre vue d'artiste d'une mission d'excursion. Là, c'est un véhicule, c'est une belle planante qui se pose sur Mars. On est essentiellement vous allez voir que c'est toujours la problématique. Comment faire pour atterrir sur Mars? Soit on utilise l'aile planante, soit il faut utiliser autre chose. Autre sujet qui avait été abordé par Werner von Braun en 1969, dans les calculs, il l'avait déjà pressenti. Excusez-moi pour la qualité de l'image, en fait, il n'y a pas mieux que ça. C'est la propulsion nucléaire. À l'époque, les Américains travaillaient sur un moteur nucléaire Merva, et donc l'idée c'était, sur le papier, c'est toujours vrai, utiliser la propulsion nucléaire serait extrêmement avantageux pour ce type d'opération, puisque le moteur nucléaire est extrêmement beaucoup plus efficace que la propulsion chimique qui envoie des fusées vers Mars. Je vais y revenir. Alors, avant de passer à Mars, on va faire un petit peu un historique de ce qui s'est passé dans la thématique des voies habitées, évidemment essentiellement américaine. Donc ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est la dernière sortie d'Harrison Schmitt, Jack Schmitt. On voit vraiment le laborieux qui est sur Mars, qui veut bosser. Il part avec son sac à dos, il part au travail, il part au turbin, et il est sur le site d'Apollo 17. Et c'est, je me rappelle, le seul géologue qui s'est retrouvé sur la Lune et qui a modifié parfois comment dire, en fonction de ce qu'il voyait lui-même avec ses yeux. Il avait notamment une tache orange, et il a pris l'initiative de dire bon, stop, on arrête tout, on va aller chercher des échantillons sur la tache orange parce que c'est intéressant. Donc tous les autres étaient des militaires, lui était un ingénieur. Autre photo d'Apollo que je trouve intéressante, en haut c'est Apollo 15, où vous voyez cette jeep lunaire, on est devant une faille tectonique, et en fait ce que je ne vois pas sur l'image, c'est que sur Apollo 15, ils ont un peu fait les fous avec cette jeep, et ils ont fait le premier accident sur la Lune, puisqu'ils ont fait un tête à queue. Donc ils ont failli faire une grosse bêtise. Alors
Alors le tête à queue c'est bien terminé, mais voilà, ils avaient tendance un petit peu à se griser. C'est vrai que cette Jeep était assez incroyable sur la Lune. Et l'image du bas que je trouve assez symptomatique, c'est l'image d'Apollo 11, c'est la première mission. Et la première chose que fait Neil Armstrong au moment du SAS, c'est qu'il balance les poubelles. Voilà, c'est le sac poubelle. Alors pourquoi il balance les poubelles? Parce qu'il n'est pas question de rapporter sur Terre, ce qui est inutile, et comme c'est la première mission, il y a des incertitudes, et notamment la masse que le véhicule de remontée pouvait remonter devait être minimalisée, absolument. Donc on ne se permettait absolument pas de garder les poubelles. Et donc voilà, donc vous avez la première pollution sur l'eau. Ce n'est pas une pollution très grave, mais c'est comme ça que ça se passe. Depuis, sur les autres missions, de toute façon, ils ont laissé beaucoup de déchets, notamment tous les emballages ont été laissés sur la Lune. Il y a des sites où on peut avoir la liste de tout ce qui a été abandonné sur la Lune. Bon, après, ça ne fait pas beaucoup, plus alarmer trop vite. Quantitativement, c'est quand même pas considérable. Alors, quelques chiffres sur le programme Apollo, pour résumer tout ça. En avril 61, donc ça s'appelle la mission Gagarin, c'est-à-dire la deuxième gifle que reçoivent les Américains après Sputnik. Et en mai 61, c'est le discours de Kennedy. Donc, un mois plus tard, il go to the moon. Et en 69, c'est Apollo 11. Donc vous voyez qu'en 8 ans, ils ont fait ce programme qui a été un tour de force absolument incroyable. Et dernière mission 72. Sur des budgets d'aujourd'hui, ça coûterait 165 milliards de dollars, d'aujourd'hui bien sûr, et en moyenne 2% du PIB américain, on verrait qu'on passe à 4,5%, 400 000 personnes qui ont travaillé sur ce programme, 20 000 sous-traitants, 382 kilos d'échantillons, et n'oublions pas quand même 12 000 publications liées, scientifiques j'entends, liées essentiellement aux échantillons lunaires, puisqu'il y a eu un retour scientifique absolument phénoménal, puisque grâce à ces échantillons, on a compris comment la Lune s'était formée par un impact géant. Les 400 000 personnes, à la fin du programme, il devait y avoir Apollo 18, 19, 20, mais ils n'ont jamais été annulés. Évidemment, quand ça se passe aux États-Unis, ça licencie du jour au lendemain. Vous savez, le type qui prend son carton et qui sort, il est licencié. Pas mal d'ingénieurs licenciés ont été embauchés dans une petite boîte qui est devenue IBM. Donc finalement, dans les retombées d'Apollo, beaucoup des ingénieurs d'Apollo, ceux qui ont fabriqué les calculateurs de bord, les logiciels, ont été embauchés par IBM, et IBM est devenue la gigantesque société qui a fabriqué le personal computer, le PC, etc. Donc ça fait partie des retombées d'Apollo. Qu'on oublie un petit peu, c'est aussi que ce savoir-faire n'est pas complètement perdu, même si les gens sont licenciés, ils sont bien embauchés, et finalement les Américains sont relativement gagnants. Surtout que, voilà, ça c'est la courbe. En 61, on est là. La NASA existe à peine. Je crois que le budget était à 500 millions de dollars à l'époque, et 5 ans plus tard, on passe à 25 milliards. Donc, pratiquement, le budget de la NASA a été multiplié par 50, ce qui est sans précédent. Ça voudrait dire qu'il faudrait, pour faire la même chose, aujourd'hui, il faudrait que le budget de la NASA passe à 185 milliards. Aujourd'hui, il est à 21. Donc, vous imaginez bien que ça n'arrivera jamais. Et tout le monde le sait, et dans tout ce que je vais dire, ça fait partie de la problématique, c'est que dans l'homme sur Mars, il ne faut pas espérer avoir une courbe budgétaire de la NASA qui monte en flèche comme ça pour faire l'homme sur Mars. Donc il va falloir prendre son temps, et ça explique pourquoi Elon Musk n'importe quoi. Donc ça, j'y reviendrai. Bon, ensuite, il y a un désaveu suite à Apollo. Vous voyez qu'on est descendu à des niveaux qui sont pratiquement en dessous des niveaux de 1961. Néanmoins, ce chiffre-là, c'est 21 milliards. Donc c'est beaucoup. Avec un deuxième paramètre très important, c'est que sur ces 21 milliards, la moitié, une dizaine, sont consacrés aux modalités. Et ça, c'est unique au monde. Les Américains ont toujours dépensé environ 10 milliards de dollars de modalités. L'Europe, c'est à côté de ça, c'est 600 millions. Donc on est à 6%.
ça explique pourquoi Thomas Pesquet part sur une fusée de SpaceX dans l'ISS, et qu'on n'a pas d'ISS évidemment européen. Un petit mot quand même sur l'ordre scientifique, parce qu'il ne faut pas voir tout ça et d'où on est venu. Bon, je l'ai dit, l'origine de la Lune a été déterminée par l'analyse. Le modèle de l'impact géant est complètement admis. L'âge des roches et l'âge de la Lune et de la Terre a été mesuré, 4,6 milliards d'années, tout ça est bien connu. L'aspect cratère, il y avait tout un débat entre cratères volcaniques et cratères d'impact. Donc on sait qu'à peu près tous les cratères sont des cratères d'impact, à part les cratères volcaniques. La présence de volatiles, aucun, pas d'eau, sauf évidemment au pôle sud, mais ça c'est de l'eau qui est arrivé après. Et cette notion un peu particulière et importante dans l'histoire des planètes, ce qu'on appelle l'océan magma, c'est-à-dire le fait qu'à un moment ou à un autre, la Lune, comme la Terre, était un océan magma, c'est-à-dire de lave fondue, avant que tout ça se mette à se cristalliser et former la croûte de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. À l'époque, évidemment, les soviétiques avaient, dans le plus grand secret, un projet équivalent. Là, vous avez la Saturne 5, et ça, c'est la fusée N1 soviétique, dont vous voyez un des lancements tests. Cette fusée avait la même taille. Bon, elle était quand même plus étroite par la suite, elle était un peu moins puissante, donc il y avait un seul cosmonaute qui devait se poser sur la Lune. À l'inverse d'Apollo, ils étaient 3, donc 2 à la surface. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé sur la Lune quand même. Alors j'ai écrit ça un peu, peut-être un peu plus que sur la mission, c'est vrai, beaucoup de missions vers la Lune. Ranger, Lunar Surveyor, Lunar Orbiter, ça c'est les 3 grandes catégories de missions américaines qui préparaient Apollo. Et Ranger, c'était les premières sondes qui devaient foncer sur la Lune, s'écraser avec une caméra TV et prendre des photos. Le but c'était d'avoir des images juste avant l'impact pour avoir des informations sur l'état de la surface à l'échelle de l'atterrisseur. Ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont échoué et Ranger 7 a réussi. Vous voyez, on les a envoyés en série. Lunar Surveyor, c'est le premier atterrisseur américain qui s'est posé. Oui. Et puis, Lunar Orbiter, c'était également les orbiteurs qui prenaient des photos pour avoir une vue globale de la Lune. Je vous ai mis cette image qui montre le mouvement très complexe de la Lune. Donc, on a les missions Apollo et Luna dans les années 70. Dans les années 80, plus rien, zéro, terminé. Il y a eu un désintérêt total. Dans les années 90, très peu de missions. Il y en a eu 4 Clémentine qui étaient une mission un peu issue du département militaire américain, DOD. Lunar Prospector, une vraie mission scientifique. Et puis, l'Europe a fait Smart One, qui était une mission technologique pour valider la production électrique. Une mission japonaise, CD. Et puis, un retour sur la Lune qui est manifeste et qui est, vous allez voir, très important. Avec les Charliers et ensuite la trentaine de missions qui vont arriver dans les années 2030. Mais j'en reviens à mon syndrome post-Apollo. Là, je vous ai mis l'image, le départ et le retour. Donc le départ, c'est la Saturne 5 avec la capsule et la capsule revient. Donc évidemment, à cette époque, toute l'analyse des commentateurs et des experts, c'était de dire bon, bah, ce schéma est obsolète, il faut passer aux lanceurs réutilisables, c'est l'avenir, c'était donc un livre considérable pour dire qu'il faut passer à un système qui s'appelle la navette spatiale, c'est-à-dire réutilisable. Parce que c'est moderne et parce que eh bien, c'est plus un lanceur jetable. Donc on a fait la navette. Et la navette, ça a été toute une histoire. La navette, c'est une histoire qui s'étale sur 4 décennies. On est 11 ans de développement, 30 ans d'exploitation. À l'époque, elle devait voler quasiment toutes les semaines. Elle devait être pas chère et elle s'est avérée extrêmement chère. Le coût d'ailleurs était plus ou moins secret, discret, en tout cas la NASA ne donnait jamais de chiffres. On a pu estimer que chaque lancement coûtait 500 millions de dollars. Et finalement, elle a volé 135 fois en une trentaine d'années, c'est-à-dire à peu près 4 fois et demi par an. 4 fois et demi par an, c'était presque 10 fois moins que 20 fois moins que les prédictions. Donc, pas si simple que ça de dire que le réutilisable c'est l'avenir.
La navette était un engin fragile, compliqué, les tuiles ne tenaient pas, et elle a explosé. Ça, c'est Challenger en 86, et à nouveau en 2003, ça, c'était les tuiles. En 86, c'était les boosters qui ont. Il y avait des joints ici, et un lancement d'hiver. Un joint qui fuit, ça fait un chalumeau, le chalumeau va vers le réservoir, boum, la navette explose. C'est exactement ça l'histoire de Challenger. Mais voilà, donc arrête la navette, peu de temps après 2003. Mais entre-temps, il y a eu un deuxième grand programme, lui aussi sur, là on est quasiment sur le demi-siècle, qui s'appelle la Station Spatiale Internationale, et qui fonctionne encore maintenant, comme vous pouvez voir dans le ciel quand elle passe, avec des coopérations. C'est évidemment 80-90% c'est américain, mais vous avez le Canada sur les bras manipulateurs, tous ces bras-là, celui-là aussi, c'est les bras canadiens, l'Europe, le Japon et la Russie. Mais le gros de l'effort est quand même essentiellement américain, à 80-90%, donc c'est environ 450 tonnes, 900 véhicules. C'est le seul endroit dans l'espace où vous avez plus de 100 000 watts disponibles pour de l'énergie, avec ces gigantesques panneaux solaires. En coût d'aujourd'hui, c'est 150 milliards extrapolés jusqu'à la fin de vie en 2030. C'est-à-dire que sur les 10 milliards sur les vols habités, ils en consacrent 3 à 4 par an pour l'ISS, y compris avec les lancements. Donc ce qui pose un problème, d'ailleurs c'est le même problème pour l'Europe, c'est que pour s'impliquer dans les missions lointaines, il faudrait arrêter l'ISS pour que on n'ait plus ces sommes à dépenser pour pouvoir les consacrer, par exemple, à des missions vers la Lune ou vers Mars. Alors sur la Lune, aujourd'hui, on a une trentaine de missions de préparation, avec 2 grandes catégories de missions que j'ai entourées en rouge. Donc les missions classiques, qu'on appelle institutionnelles, ça c'est celles qui, c'est vraiment les agences spatiales qui sont en première ligne. Et vous avez des missions dites commerciales, qui se mettent à apparaître avec des acteurs privés. Et la NASA est un pourvoyeur de ces acteurs privés. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, il ne faut pas croire que ces instituts privés dépensent de l'argent tout d'un coup parce qu'ils trouvent que c'est intéressant d'envoyer quelque chose sur la Lune. Les startups en question, une startup a besoin d'avoir des bénéfices. Et en fait, les bénéfices, c'est que la NASA va payer le service. C'est Amazon sur la Lune, c'est ça l'idée. C'est du partenariat public-privé. Et le principe, je crois que c'est. Je vais y revenir. Donc, vous avez ici quelques exemples de ces intérêts extraordinaires. Le Chang'e 5 qui a fait le retour d'échantillons. Chang'e 4, ça c'est une mission chinoise assez classique. Vous avez une mission qui cherche à voir s'il y a de l'eau dans le fond d'un cratère. Et puis ces atterrisseurs privés, ou l'Express astronautique, qui sont des atterrisseurs dans un programme que je vais détailler un peu plus tard. Alors les Chinois, je dirais jusqu'à la fin du XXe siècle, les Chinois, dans l'exploration planétaire, ils n'avaient rien fait. Ils n'ont strictement rien fait. Et depuis le XXIe siècle, ils sont partis avec la puissance de la Chine, et ils vont très très vite. Et ils ont un programme Chang'e, qui est un programme très ambitieux. Ils ont déjà fait Chang'e 1, 2, 3, 4, 5. Le Chang'e 4, c'était le premier atterrissage sur la face cachée. Chang'e 5, c'est un retour d'échantillon lunaire. Tout ça a parfaitement fonctionné. Et on va voir arriver Chang'e 6, qui est un peu une copie de Chang'e 5. Et ensuite, il y aura Chang'e 7, Chang'e 8. Et donc, les Chinois montent en puissance. Et la Lune est, pour les Chinois, et comme pour l'Inde d'ailleurs, c'est un peu la même chose, la Lune c'est vraiment le terrain de jeu, la zone de test pour apprendre. La Lune était 3 jours de voyage de la Terre, et donc si vous voulez apprendre à mettre une sonde en orbite, au bout de 3 jours, vous arrivez en orbite lunaire et vous apprenez à vous mettre en orbite. Si vous voulez apprendre à atterrir sur un corps planétaire, vous pouvez le faire sur la Lune, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et quand vous aurez appris à faire ça sur la Lune, vous pourrez passer à une sonde qui se pose sur Mars, etc.
C'est comme ça que les Soviétiques ont travaillé au début, et les Américains aussi, et c'est ce que font les Chinois. Donc ces Chinois, ils apprennent très vite. Voilà, Chang'e 7 est un monstre de 8 tonnes. On le voit mieux ici. C'est un engin de 8 tonnes 2. Alors ce qui est amusant, c'est que ça, c'était dans un bouquin qui m'avait été donné par des Chinois. Et en fait, il y a des erreurs. C'est-à-dire que là, ils disent que c'est le rover, mais en fait, non, le rover, il n'est pas là. En fait, il y a des erreurs dans ce schéma. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un satellite en orbite, il y a un engin qui se pose, il y a un engin de croisière, il y a un rover, il y a ce hopper qui est un engin assez étonnant qui doit se poser, faire des analyses et qui a des capacités de déplacement de 250 km. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur la Lune. Donc là, les Chinois sont encore très audacieux. Et Chang'e 7 et 8 devraient décoller vers 2023-2024. Chang'e 7, c'est 2024. Et derrière, les Chinois veulent faire une espèce de base lunaire, mais automatique dans un premier temps. C'est-à-dire envoyer plusieurs engins, probablement du côté du pôle sud. Alors dès que vous voyez des images sur la Lune avec des ondes très grandes, dites-vous que vous êtes au pôle sud. Parce qu'il y a un fort intérêt pour le pôle sud en ce moment. Et voilà typiquement à quoi ressemblerait leur base automatique. Donc des engins qui communiquent entre eux, le fameux hopper qui fait son travail, et puis l'orbiteur relais au-dessus. Donc c'est ça ce que veulent faire les Chinois pour 2030. Et ils viennent, alors on l'observe en ce moment, un revirement. Les Russes sont en train de claquer la porte des Américains, notamment sur la Gateway, dont je parlais tout à l'heure, et ils ont signé un accord avec les Chinois, et donc les Russes vont donc opérer ce concept, même si, il ne faut pas se leurrer, les Russes n'ont pas fait grand-chose dans l'exploration planétaire depuis 30 ans, parce que Poutine ne finance pas les missions scientifiques, tout simplement. Poutine finance des missions militaires, des missions d'application de type GPS russe. Voilà. Donc, et derrière, les Chinois ont la prétention d'envoyer un télécolonne sur la Lune, et ils l'ont affiché pour 2036. Ce qui est étonnant avec les Chinois, c'est quand ils annoncent une date, en général, elle est assez bien, elle est plutôt confirmée. Alors que quand les Russes annoncent une date, je pense que c'est horrible. Mais 2036, ça veut dire que ce sera peut-être 2037 ou 2038. Mais ça veut dire que voilà, donc les Chinois, ils ont une vision à long terme, c'est d'envoyer un télécolonne sur la Lune. Donc pour l'instant, ils ne sont pas très menaçants pour l'exploration habitée de Mars, mais ça viendra dans un deuxième temps. Voilà typiquement à quoi pourrait ressembler un atterrisseur chinois qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à l'atterrisseur soviétique. Ça, c'est le côté russe. Maintenant, je vais un peu détailler ce qui résulte d'un rapport américain qui n'est pas un rapport de la NASA, qui est un rapport du National Research Council qui est sorti à l'été 2014. Et ce rapport a été demandé par le National Research Council pour répondre à des exigences du Congrès américain. Et en gros, le Congrès américain ne comprenait pas grand-chose à cette problématique de l'homme sur Mars. Donc a demandé à des experts de beaucoup de centres de NASA et d'industriels de mettre un peu noir sur blanc dans un rapport de 200 pages tout ce que ça signifie. Et beaucoup de choses que je vais vous raconter maintenant viennent de ce rapport qui, voilà, il écrit que l'avenir prévisible, c'est-à-dire ce qu'on peut envisager, ce qu'ils appellent l'horizon de Gaulle, il n'y en a pas 36, il y a la Lune, les astéroïdes, Mars et les lunes de Mars. Hormis ces 4 destinations, pour l'homme, il n'y en a pas. Enfin, les autres destinations sont vraiment beaucoup trop lointaines pour les envisager. Et parmi ces destinations, il y en a une qui est la plus difficile, la plus ambitieuse et la plus attractive, c'est l'atterrissage sur Mars. Et donc, je dirais que comme les Américains sont déjà allés sur la Lune avec Apollo, naturellement, ça fait 70 ans que ça dure avec le développement, l'objectif des États-Unis, c'est vraiment l'homme sur Mars depuis déjà fort longtemps.
Jusqu'à maintenant, il le disait, mais il ne faisait pas grand-chose. Maintenant, depuis une dizaine d'années, ben ça y est, il dépense beaucoup d'argent, je vais y venir, et donc c'est quelque chose qui se met en place progressivement, même si ce n'est pas directement vers Mars que l'on va. Donc l'Horizon Goal, c'est l'exploration habitée de Mars, et tous les programmes, y compris des partenaires, bon ça c'est le côté hégémonique des Américains, dès que les Américains vont discuter avec l'Europe ou d'autres, évidemment, les Américains souhaitent que tout le monde les suive. Ce que l'on fait en général, parce que participer à des grands programmes de ce type, c'est évidemment très très excitant, sachant que l'Europe n'a même pas la prétention d'envoyer elle-même un homme dans l'espace. Thomas Pesquet pourrait partir sur Ariane 5 et aller dans l'espace, mais ce n'est pas une priorité de l'Agence spatiale européenne et des pays de l'Europe, mais c'est plutôt de contribuer à des grands programmes essentiellement américains. Alors sur ce schéma qui est un peu technique, mais je sais qu'il y a beaucoup d'experts dans la salle, c'est pour vous donner une idée de l'étendue du problème. Donc, d'une part, vous avez ce qu'on appelle le delta V. Alors, le delta V, il faut expliquer ce que c'est. C'est la capacité de votre fusée, puis de votre véhicule qui va partir vers Mars, de changer sa vitesse. Vous savez que quand vous êtes dans l'espace et que vous avez une vitesse, cette vitesse, elle est, hormis la gravité, qui peut ralentir ou accélérer, mais si vous tournez autour du Soleil, vous allez tourner indéfiniment. Et donc, là, dès que vous voulez changer de vitesse, accélérer ou freiner, c'est-à-dire purement relatif, ben, il faut allumer un moteur. Et donc ce delta V, c'est finalement la capacité de votre réservoir à faire ce changement de vitesse. Alors on le sait, pour envoyer un véhicule, et c'est la fusée qui le fait, à l'ISS, ben, on sait que c'est 7 km par seconde, donc là il y a écrit 10, 1 et 30. Et donc pour l'ISS, typiquement, on est dans la gamme 7-8 km par seconde, c'est des vols en orbite basse, bien connus. Si on veut aller en orbite lunaire, on est plutôt à peu près une quinzaine. Pour aller sur la Lune elle-même, on est plutôt à 20 km par seconde. Et là, ça veut dire qu'à chaque fois, en gros, il faut imaginer qu'entre 10 et 20, ben, la capacité au réservoir doivent doubler. Donc ça veut dire que la fusée devient extrêmement grosse. Prenons l'exemple du survol de Mars ici. On est typiquement une quinzaine de kilomètres par seconde, donc c'est un peu plus facile que de se poser sur la Lune en termes d'énergie. Et maintenant, si on regarde vraiment la mission qui nous intéresse, c'est-à-dire la surface, vous voyez qu'on est dans des gammes qui sont plutôt de l'ordre de 25. Donc en termes d'énergie, c'est phénoménal. Et là, je ne sais pas si, je pense que pas mal de personnes ont vu sur Mars. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir ce film. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les séjours courts, 30 jours, et les séjours longs, 1 an et demi. Donc vous voyez que le séjour long est un séjour naturel qui est moins exigeant qu'un séjour court en termes de variation de vitesse. Tout simplement parce que le séjour court est un séjour, un faux créneau. Ça demande plus d'énergie au retour, c'est pour ça que le delta V voisine les 30 km par seconde si vous voulez rester 30 jours. Je ne peux pas vous dire si les Américains vont faire des séjours courts sur Mars à environ un mois, sachant que évidemment ça sera plus facile, enfin du point de vue de l'énergie, plus facile de faire des séjours. Et encore une fois, entre l'orbite et la surface, ben, il y a encore une grande différence, etc. etc. Donc on comprend bien que la surface de Mars, c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est l'objectif. Et vous voyez ici, vous avez les durées 200, 400, 600, 800 jours. Donc une mission martienne, c'est quasiment 900 jours, c'est un peu moins de 3 ans. En propulsion chimique classique, si on passe en propulsion nucléaire, on peut peut-être gagner un peu. On va y revenir. Maintenant, si vous voulez savoir combien va coûter votre programme, donc ça c'est toujours le chiffre, combien ça coûte. En fait, personne ne sait très bien combien ça va coûter. Mais une façon de comparer les coûts, c'est assez technique, c'est ce que les Américains appellent l'initial mass low Earth orbit, c'est-à-dire la masse totale que vous allez devoir mettre en orbite basse, en supposant que vous passez par l'orbite basse, pour faire votre programme. Donc l'ISS, c'est 400 tonnes. Apollo, c'est à peu près 400 tonnes également. Donc faire l'ISS ou faire Apollo, c'est à peu près l'équivalent. Mais l'homme sur Mars, on sera plutôt 2 à 3 fois plus. On sera à 900 à 1300 tonnes.
Donc déjà, ça vous dit que le coût d'Apollo c'était 135 milliards, on est plutôt à 400 typiquement. Si vous voulez avoir un chiffre, je ne sais même pas si ce chiffre est exact, mais l'ordre de grandeur est probablement de l'ordre de 400 milliards. Alors 400 milliards sur 40 ans, je vous ai dit que les Américains nous avaient 10 milliards par an. Ça colle. Ils peuvent se le payer. C'est tout à fait compatible. Alors maintenant, le problème c'est qu'on ne peut pas refaire Apollo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, vous avez le Kennedy du XXIe siècle, il ne peut pas faire son discours en disant on va sur Mars avant la fin de la décennie. Ça ne marche pas. Je vous ai expliqué que ça nécessiterait d'augmenter le budget de la NASA à 180 milliards. Le Congrès sera totalement hostile. Donc, il y a un mot-clé qui s'appelle en anglais pathway, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qu'il va falloir utiliser pour aller de là où ils sont actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des hommes dans une base, et le but c'est d'aller à la surface de Mars ici. Et par quel chemin on va aller de l'un à l'autre, ce qui est symbolisé par cette flèche. Voilà. Donc on veut aller de là à là. Alors évidemment, le rapport ne dit pas quel est le chemin privilégié, tout est possible. C'est un choix stratégique compliqué et c'est la NASA qui va faire ce choix et je vais y arriver. Une conséquence, c'est que la Mars Society, très motivée, qui veulent absolument aller sur Mars demain matin, à la première heure, et donc M. Zubrin, voilà, il a un schéma, c'est le président de la Mars Society, il a un schéma qui est le Mars Direct, donc première année on envoie un engin, et puis 2 ans plus tard, puisqu'on part tous les 2 ans, hop, on envoie des hommes, et puis tous les 2 ans, ça c'est le Mars Direct, et en gros, le rapport dont je vous ai parlé du NRC dit ça c'est pas possible. On oublie ce schéma, il va falloir prendre son temps, il va falloir procéder par des étapes, parce que chaque étape va permettre de fabriquer, développer tout ce qui est sur ce tableau. Alors ça devient très pointu, mais il faut aujourd'hui fabriquer notamment toute la partie Mars à 100 véhicules, j'insisterai là-dessus. Et bon, je ne rentre pas dans le détail de tout ça parce que c'est très pointu. J'ai mis funded en anglais, c'est-à-dire financé. En fait, sur tout ce qui va fabriquer pour aller sur Mars, il n'y en a que 2 qui sont en grande fabrication aujourd'hui. C'est la capsule Orion qui est là et le super lanceur, la Saturn V du XXIe siècle, qui s'appelle le SLS. Donc ça, c'est un cours. Et alors le SLS va décoller fin 2021, début 2022. Donc, on va voir cette fusée, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez phénoménal. La capsule Orion, c'est une capsule toute bête, c'est vraiment la capsule Apollo version 21e siècle. Et chaque capsule a un module européen qu'on appelle le service module. Donc l'Europe sera très présente dans ces missions qui utiliseront la capsule Orion. Tout le reste, c'est pas fait. C'est pas fait du tout, et c'est là où ça se complique énormément. Donc le choix stratégique des Américains a été annoncé de façon assez ironique dans une belle brochure qui s'appelait Journée to Mars. Ça, c'est une brochure qui date de 2015. Et le paradoxe de cette brochure, c'est qu'en fait, c'est annoncé que les Américains vont commencer par aller sur la Lune. Vous voyez un peu la communication des Américains est sophistiquée. Donc c'est Journée to Mars, mais finalement, c'est sur la Lune qu'ils partent. Et la première étape que la NASA a décidée, c'est la Lunar Orbital Platform Gateway. Donc c'est une station spatiale en orbite lunaire. Pourquoi? Parce que déjà vous allez envoyer des modules, chaque module ici fait environ une vingtaine de tonnes. Donc, la capsule Orion, ça c'est les modules européens déjà. Mais ces modules qui font 20 tonnes là, eh bien il faut des véhicules de transport qui doivent les emmener vers la Lune. Eh bien, ce véhicule de transport, vous allez le grossir un peu, ensuite il pourra vous emmener des modules vers Mars. Donc vous apprenez déjà à transporter des engins à des distances assez importantes. Vous allez apprendre à opérer une station à 400 000 km qui sera beaucoup plus autonome que l'ISS. Voilà, c'est toute cette démarche d'apprentissage qui est un peu visée dans ce schéma. Alors au début, cette LOPG était très internationale et l'Agence spatiale européenne avait 2 modules, plus les European Service Modules. Donc un module d'habitation qui est ici et un module logistique, Esprit, qui est là, c'est-à-dire l'eau, gaz, électricité qui était fournie. Et donc finalement, je crois que la NASA faisait plus de 40% de la LOPG. Donc on
On était dans une belle coopération internationale. Entre-temps, les Russes sont en train de se désengager, donc ce schéma est un peu obsolète. Mais les Japonais, l'Europe sont très présents et cette LEPG devrait voir le jour. Alors, un petit détail pour ceux qui ne connaissent pas ce problème, mais si vous regardez la durée de vie des missions longitudinales, en général, les missions durent 1 an. Pourquoi? Parce que votre orbite n'est pas stable à cause de la Terre. La Terre a tendance à attirer le véhicule qui est en orbite lunaire, et le résultat, c'est que ça étire l'orbite, ça accroît l'excentricité, et donc la pollution s'éloigne, mais le périlune se rapproche. Et plus votre périlune va se rapprocher, à un moment il va toucher la surface, et c'est le crash. Donc, à part une sonde américaine qui est en orbite lunaire, qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter, toutes les missions lunaires ont eu un oiseau crash. Donc, problème. Et là, les Américains ont trouvé une orbite pas vraiment stable, mais qui a évolué beaucoup dans le temps, qui a un nom barbare, Lyre rectilinéaire à l'orbite, une orbite un peu compliquée, très elliptique, avec un passage près de la Lune, mais aussi très loin, sur une orbite fait à peu près 7 jours. Et l'idée, c'est de privilégier cette orbite-là, qui va passer tout près du pôle Sud, puisque aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au pôle Sud par rapport au pôle Nord, pour les problèmes liés à la glace d'eau. Donc, ils ont trouvé une solution qui n'était pas gagnée d'avance pour maintenir une station pratiquement sur une orbite stable en orbite lunaire, ce qui n'était pas, encore une fois, complètement gagné. Après, le problème, c'est que Trump a un peu... merci de gérer le film, c'est vrai que si je me prends les pieds dedans, ça risque d'être compliqué. Merci. Trump a mis les pieds dans le plat. Trump a dit à la NASA, écoutez, votre truc, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un homme sur la Lune en 2024. Alors évidemment, quand un président des États-Unis tape du poing sur la table et redonne ce genre de choses, la NASA est obligée de s'exécuter. Mais ça la déstabilise beaucoup, parce que ce choix de la LEPG était un choix mûrement réfléchi, stratégique, enfin tout ce que vous voulez. Et là, la NASA s'est retrouvée vraiment en difficulté au printemps 2019. Et donc, elle a été obligée de réduire comme peau de chagrin la LEPG. Vous voyez qu'il n'y a plus que le véhicule qui va, les hommes sont là, un véhicule d'habitation, un véhicule logistique. Donc vraiment, ça c'est la LEPG réduite. Et d'ailleurs, l'Europe est présente ici, pourrait être présente sur un des 2 lieux. Tout simplement pour faire... Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y avait Apollo. Et le Apollo du XXIe siècle s'appelle Artemis. Donc si vous entendez le mot Artemis, c'est l'homme sur la Lune. Et donc le but, c'est ça que Trump a imposé. La NASA n'était pas forcément partante pour envoyer des hommes sur la Lune, mais Trump a imposé Artemis en 2024, qui était la date de la fin du 2e mandat hypothétique de Trump, qui par chance n'a pas été réélu. Donc, ça c'est le commentaire politique. Voilà, c'était ça l'objectif. Et alors après, les choses sont venimes parce que le président peut imposer des choses, mais c'est le Congrès qui vote. Le Congrès américain n'a pas voté les crédits et la situation est un peu partie en vrille, comme on dit. Plus personne ne croit à cette date de 2024 pour les Américains, mais vaille que vaille, la NASA maintient l'objectif Artemis. Ce sera en 2025, ce sera en 2026, au détriment de la LEPG. Actuellement, c'est une espèce de bascule où la LEPG est en train de prendre le retard, et par contre, Artemis continue à être mis en avant. Artemis, encore une fois, une très grande zone, on est au pôle sud, et le but c'est d'aller se poser au pôle sud, et au pôle sud, les panneaux solaires sont verticaux, parce que le soleil est rasant. Le pôle sud ayant 2 caractéristiques, enfin, le pôle nord, enfin, mais apparemment le pôle sud est plus attractif. C'est à la fois d'avoir des cratères pleins de glace, là où il n'y a jamais de lumière, mais aussi d'avoir des pics de lumière éternelle, c'est-à-dire d'avoir de l'énergie solaire en permanence. Et donc, très souvent, je dis qu'il n'y aura jamais de base lunaire sur la Lune, sauf au pôle, et en particulier au pôle sud, parce qu'à ce moment-là, les problèmes thermiques sont beaucoup plus faciles à gérer, parce que vous avez, encore une fois, l'énergie permanente. Alors, il y a eu un appel d'offres récemment, on est en 2019,
Et 3 sociétés américaines ont répondu. Le problème, l'appel d'offres, c'était pour se poser sur la Lune. Le Human Landing System, c'est-à-dire le système d'atterrissage habité. Voilà le concept de l'origine. L'origine, c'est Jeff Bezos, c'est monsieur Amazon. Donc voilà son concept. J'ai mis le nombre de personnes qui travaillent dans l'origine, 2500 personnes. C'est déjà une bonne compagnie importante. Un concept assez classique avec 2 étages, l'étage d'atterrissage et l'étage de remontée. Et Bezos était assez confiant sur ce concept. Une compagnie un peu moins connue, enfin beaucoup moins connue, qui s'appelle Dynetics, près de 2000 personnes, qui avait un concept assez intéressant. Pareil, 2 étages. Le gros intérêt, c'est que les 2 étages sont très près du sol. Donc voilà, il n'y a plus qu'une échelle pour se poser. Des panneaux solaires verticaux de grande taille, parce qu'encore une fois, on est au bout. Ça, c'est le concept Dynetics. Et puis, celui que vous connaissez tous, c'est SpaceX. Alors SpaceX, c'est 8000 personnes, et SpaceX, c'est déjà des essais de sa fameuse fusée gigantesque, fusée Starship. Alors, dans ce livre que certains ont déjà fait dédicacer, j'ai fait une chose, et je reconnais que je me suis trompé. Je ne croyais pas à ce concept SpaceX, Starship sur la Lune. Je n'y croyais pas. D'abord, cet ascenseur me paraissait complètement délirant. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? En avril dernier, c'était il y a 3 mois. La NASA a annoncé qu'elle avait sélectionné SpaceX. Donc là, c'est l'énorme surprise. Alors pourquoi je me suis trompé et pourquoi la NASA a sélectionné SpaceX? C'est que d'abord, le niveau de maturation technologique de SpaceX est bien meilleur que ses 2 concurrents. On sait que SpaceX fait des essais, que l'atterrissage de ses fusées commence à maîtriser, il le fait systématiquement sur ses fusées Falcon 9, et donc il est bien plus avancé que les autres sur Dynetics. Premier argument. Le deuxième argument, c'est que cette fusée qui fait quand même 10 mètres de diamètre, c'est pas un petit engin, c'est la fusée d'accord, mais 10 mètres de diamètre, c'est énorme, a une capacité d'emport sur la Lune de 100 tonnes, alors que la spécification d'appel d'offres c'était 10 tonnes. Donc quand la NASA s'est dit avec un Starship, je mets 100 tonnes sur la Lune, c'est le rêve. Et donc la NASA a rêvé. Et troisième argument par lequel j'ai donné le chiffre, c'est que SpaceX est 2 fois plus cher, 2 fois moins cher que son concurrent. Le contrat qui a été passé est de 2,9 milliards, alors que ses concurrents étaient tous autour de 5 milliards, 6 milliards. Donc évidemment, il n'y a pas photo, mais l'appel d'offres spécifiait qu'il y aurait 2 candidats présélectionnés. Et là, il y a eu contestation. Les Bezos et Dynetics ont contesté, et on est en plein employé à mini en ce moment, une contestation au niveau de ce qu'on appelle le GAO, je ne sais plus ce que c'est comme le GAO, c'est l'instance américaine qui doit gérer ce type de conflit. Est-ce que la NASA a commis une erreur? Et donc, on attend la réponse du GAO. Le gouvernement, le Accounting Office, c'est ceux qui vérifient que l'administration ne lance pas des appels d'offres biaisés, voilà, pour être sûr que l'appel d'offres a bien respecté les règles. Évidemment, les 2 non sélectionnés contestent. Et la NASA avait annoncé qu'elle a décidé d'en sélectionner qu'un, simplement parce que le Congrès ne donnait pas l'argent. Donc il y avait un argument financier. Depuis, le Congrès financerait probablement le complément. Et donc peut-être qu'au mois d'août, on va avoir une annonce qu'il y aura un 2e candidat en compétition entre SpaceX et peut-être Bezos, peut-être Dynetics. Ce qui est sûr, c'est que si SpaceX est sélectionné, ça change tout. Ça change tout parce que, alors que c'est là où je n'y croyais pas personnellement, j'étais convaincu que la NASA ayant sa superbe fusée HLS sur les bras, elle n'allait pas financer le Starship de SpaceX. Mais en fait, à travers ce Human Landing System, vous avez le Starship, c'est-à-dire que
Le Starship, c'est ça, plus le premier étage. Et donc, ça veut dire que SpaceX pourrait voir son Starship financé, ce qui va, comme on dit, ça change les données du problème. C'est le game changer. Et donc, on pourrait, la NASA va se retrouver avec sa grosse fusée HLS, plus le Starship. Donc SpaceX est de nouveau dans la course pour un monsieur Elon Musk, vous avez bien joué, et on va voir comment les choses vont évoluer. Et donc pour l'homme sur Mars, SpaceX pourrait jouer un rôle extrêmement important. Alors en parallèle, et c'est là où je reviens sur ces 30 missions commerciales, la NASA a décidé un programme qui s'appelle le Commercial Lunar Payload Service, que j'appelle l'Amazon sur la Lune, où la NASA dépense 2,6 milliards en 10 ans, donc 260 par an à peu près. Et en gros, c'est un contrat de service, c'est-à-dire qu'elle va financer des startups pour fabriquer ce type d'atterrisseur. Les petits atterrisseurs-là, typiquement sur la Lune, c'est 500 kg. Et vous avez plein de startups astronautiques, que sais-je encore, qui sont partiellement financées au départ, partiellement seulement. Ces startups gardent la propriété de leur argent, ce n'est pas la propriété de la NASA, et à partir du moment où elles envoient une mission sur la Lune, elles se fait payer. Donc c'est vraiment un contrat de service, et le prix d'appel, c'est typiquement 1 à 2 millions de dollars, un kilo de charge utile. D'où les fameuses 30 missions. Beaucoup de ces 30 missions font partie du CLPS et donc vous allez entendre parler d'atterrissage lunaire dès la fin de cette année, dès l'année prochaine. Il y en aura à peu près 2 par an qui vont démarrer dès la fin de cette année. Bon, et après, il y a une suite avec les hommes, ça c'est la suite du programme Artemis avec la LPG en haut et puis des équipages de 2 voire 4 personnes. Alors, le problème, c'est que cette phase lunaire, elle est aujourd'hui, pour la NASA, considérée que c'est une étape pour aller vers Mars. Mais le risque, c'est qu'il y ait un intérêt d'y rester. Et le risque, c'est de rester 10, 15, 20 ans sur la Lune. Et tant que vous restez sur la Lune, vous n'avez pas la bascule pour partir vers Mars. Donc la question de savoir combien de temps cette phase lunaire va durer, là, c'est un peu mystérieux. Alors, pourquoi le pôle Sud? Vous l'avez sur cette image. Le pôle Sud, vous l'avez à peu près ici, je crois qu'il est par là, le pôle Sud. Alors, sur tout ce qui est un peu jaune-vert, c'est les régions riches en glace d'eau, qui ont été cartographiées déjà depuis fort longtemps, avec soit des détecteurs de neutrons, soit d'autres systèmes. Et donc, l'idée, c'est à la fois d'aller explorer ces cratères un peu jaune-vert, mais de se poser sur ce qu'on appelle la South Pole est ici, et vous avez Shackleton, Shoemaker, Faustini, et ça, ce sont. Et l'idée, c'est depuis des pics de lumière éternelle, vous pouvez vous poser ici, vous êtes en permanence, c'est plutôt là que sont les petits points, et l'idée, c'est d'aller descendre dans ces cratères pour aller explorer et exploiter la glace d'eau. Alors pourquoi c'est intéressant d'exploiter la glace d'eau? Alors ça c'est un schéma un peu compliqué, mais typiquement sur la Lune, si vous je ne me trompe pas, Cost from the Moon, donc ça c'est le coût on est à 500 $ le kilo, le coût de fabrication, c'est peut-être un peu sous-dimensionné, de l'eau sur la Lune. Si vous apportez l'eau de la Terre, ça vous coûte 35 000 $ le kilo. Donc c'est simplement ces chiffres-là qui font que, et comme de l'eau on va avoir besoin, soit pour un équipage qui partira vers Mars, soit pour fabriquer des carburants de fusée. Et donc, rien que par ces chiffres, tout le monde a compris qu'il faut aller regarder si on peut exploiter l'eau sur la Lune. On aura le même problème sur Mars. Et là c'est encore des chiffres un peu compliqués, mais je trouve que ici c'est assez parlant. Pour avoir 1 kg de carburant sur Mars, en supposant que ce carburant puisse redécoller, il faut envoyer 226 kg depuis la Terre. Vous voyez le rapport. Parce que il faut le mettre en orbite, il faut l'envoyer, il faut le faire atterrir, etc. etc.
Et donc, si vous pouvez fabriquer du carburant fusé depuis la planète Mars, évidemment, ça sera très intéressant. Donc c'est ce qu'on appelle l'ISRU, In situ ressources utilisation. Et aujourd'hui, ce qui excite beaucoup tout le monde, c'est le CO2. C'est pas de faire du business avec des minéraux, ça sera pour plus tard, et ça la NASA s'y intéresse pas. Par contre, pour l'eau, la NASA est prête à payer une start-up en disant bah, si vous me donnez une tonne d'eau en tunnel, je vous paye 100 millions de dollars, et évidemment ça peut être rentable à l'arrivée. Et vous avez une première mission du CLPS qui s'appelle Viper, qui va partir fin 2023. Et sur ce schéma, on voit que ce rover a pour mission de descendre dans cette Terre pour faire des mesures in situ, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des mesures à distance qui ne sont pas très précises. On ne sait pas quantifier l'eau. Et avec cet engin fin 2023, on aura la première mesure du terrain. Et on pourra commencer sérieusement à se dire oui, on peut exploiter l'eau, ou non, ça paraît très difficile. Tant qu'on n'a pas de mesure quantitative de terrain, tout ça est assez hypothétique. Mais vous l'avez compris, c'est extrêmement intéressant. D'aller sur Mars, en passant, non pas par la surface de la Lune, ça c'est pas très malin, mais en passant par l'orbitunnel, c'est-à-dire en passant par la LOPG, vous pouvez envoyer une sonde qui va à la LOPG, elle fait le plein d'eau, donc la LOPG devient une station-service. Et ensuite, vous repartez vers Mars en faisant un survol de la Terre qui vous emmène vers Mars. Ça, sur le papier, ça tient la route. Et donc, évidemment, la NASA ne l'explicite pas complètement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la faisabilité de ce schéma. Mais si, par bonheur, la NASA arrive à exploiter l'eau de la Lune, c'est probablement ce schéma qui va être mis en œuvre. Alors maintenant, j'en viens à l'option Mars lui-même. Qu'est-ce qui est difficile? Bon, en gros, j'ai listé un peu les grandes difficultés. C'est encore le rapport de l'NRC qui les met là. Moi, je n'invente rien. Il y a cette idée d'utiliser l'énergie nucléaire qui est extrêmement importante. Il y a l'histoire d'utiliser les ressources sur place. Et l'une des grandes difficultés, c'est le MAV. Le Mars Ascent Vehicle, c'est-à-dire le véhicule qui redécolle. Le problème, c'est que toutes ces technologies sont à des niveaux, sauf une, peut-être deux, ce qu'on appelle le niveau de la R&D. Ça veut dire qu'ils travaillent au laboratoire, mais c'est absolument pas, la démonstration de faisabilité n'est absolument pas faite. Par exemple, il y a eu une démonstration il y a quelques années de ce système-là. C'est pas une photo, hein, c'est une illustration. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un bouclier gonflable. C'est l'un des schémas qui est possible pour se poser sur Mars, c'est d'utiliser un bouclier gonflable. Ça vous permet de vous freiner beaucoup plus efficacement et surtout beaucoup plus progressivement qu'avec des boucliers qui seraient plus petits, qui vont vous freiner trop fort, et les hommes pourraient mourir en fond. Si vous avez une décélération de 11 G, c'est quasiment mortel pour un équipage. Donc avec un bouclier gonflable, vous allez freiner plus haut dans l'atmosphère, donc plus progressivement. Et ça nécessite des tests, des démonstrations. Et il y a eu une démonstration qui a déjà bien fonctionné dans l'atmosphère de la Terre. Après, vous avez le problème du transport. Et dans le problème du transport, vous avez des engins qui font 200, 300, 400 tonnes. Donc des engins absolument gigantesques, sachant que la fusée HLS, le SLS, Space Launch System, c'est-à-dire la Saturn V du XXIe siècle, va vous mettre 100 tonnes en place. Ça veut dire qu'un véhicule comme ça, il va falloir probablement 2 voire 3 lancements de fusée pour mettre les éléments bout à bout. Bien sachant que ça, c'est juste la capsule type Apollo qui est là. Donc un engin de 300 tonnes. Une difficulté supplémentaire qui n'est pas bien résolue aujourd'hui, c'est la petite station qui sera en orbite martienne, qui sert à attendre que l'équipage remonte pour repartir dans la Terre. Et cette station, c'est un gros moteur avec des réservoirs pleins. Le problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des moteurs sont alimentés par des ergols cryogéniques, c'est-à-dire qui sont à très très basse température. Or, ces ergols cryogéniques, on ne sait pas les stocker pendant 2-3 ans. Parce qu'il va falloir attendre 2-3 ans en orbite avant que le moteur soit allumé pour partir vers la Terre.
ça, c'est un vrai problème. Il faut trouver des ergols non cryogéniques dont on sait qu'ils sont moins performants que, notamment l'hydrogène. L'hydrogène liquide, on ne sait pas du tout stocker. Il faut beaucoup d'énergie pour le maintenir à très basse température. Et donc ça, c'est une vraie difficulté qui aujourd'hui n'a pas vraiment de solution encore connue. Et après, on peut évidemment passer à la propulsion nucléaire. Alors la propulsion nucléaire, c'est un peu un rêve. Déjà, les Américains avaient fait des développements dans les années 60, qu'ils ont vite abandonnés parce que c'était des engins qui étaient hyper radioactifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en propulsion, il y a une notion. Voilà. Il y a une notion, je vais peut-être commencer par ça. Alors c'est un peu technique. L'efficacité d'un moteur, ça s'appelle l'ISP, ou impulsion spécifique en français. C'est écrit en anglais, c'est-à-dire pendant combien de secondes cet ergol peut vous accélérer avec une accélération de 1G. Et c'est un chiffre qui se situe en secondes. Donc les meilleurs moteurs, c'est les moteurs, c'est hydrogène oxygène liquide, c'est de l'ISP de 300 secondes. Ça, c'est les meilleurs moteurs que l'on sache faire en chimique. On ne sait pas faire mieux. L'intérêt, c'est qu'un moteur de type nucléaire, il a une ISP qui est de 3000 à 6000 secondes. Donc, sur le papier, on a compris qu'un moteur nucléaire est bien plus efficace, c'est un petit peu l'équivalent des litres au 100 pour une voiture. Ça consomme beaucoup moins, donc la masse d'ergol pour faire le job, c'est-à-dire faire les variations de vitesse nécessaires, est bien plus faible en nucléaire qu'en chimique. Donc là, vous avez l'exemple d'un système à propulsion nucléaire où on met l'équipage moins du moteur qui est radioactif et ça, c'est un système de nucléaire. Après, il y a deux grandes catégories de propulsion nucléaire. Il y a l'électrique et le thermique. Le thermique est quand même simplement 3 fois plus efficace que le chimique. L'électrique, il est plus efficace, mais il est à très faible poussée. Donc en fait, la propulsion électrique ne sera pas utilisée pour les hommes parce que la croisière va être très longue. Mais par contre, ce qu'on appelle le space tug, c'est-à-dire un système qui ferait des allers-retours entre la Terre et Mars pour envoyer du fret, pourrait tout à fait se faire en nucléaire électrique, sachant qu'un véhicule comme ça pourrait finalement faire plusieurs allers-retours entre la Terre et Mars. Et actuellement, sur le budget 2021, la NASA consacre 500 millions de dollars en nucléaire spatial pour ce type de technologie. C'est un début très important. Vous dire que le nucléaire sera faisable, c'est une grande inconnue, parce que, encore une fois, il y a quand même il y a tout l'aspect risque de lancement qu'il faut traiter convenablement. Aujourd'hui, ce qui se fait de mieux en termes d'atterrissage, c'est Curiosity Perseverance, donc qui est un atterrissage d'une tonne. Il y a déjà 6 changements de configuration, 76 systèmes pyrotechniques, 76 boulons explosifs, et déjà un logiciel de 500 000 lignes qui doit fonctionner sans aucune erreur. Alors non-scalable, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un système beaucoup plus gros pour faire atterrir des hommes, ça ne marche pas. Donc il faut inventer de nouveaux systèmes. Et il y a deux grandes idées. La première, j'en ai déjà parlé un peu, c'est le bouclier gonflable. Et ça, c'est Boeing qui défend ce concept. Et puis, vous avez l'aile planante, c'est-à-dire la navette spatiale, ou le Starship. Ça, c'est SpaceX qui défend cette idée-là. Vous dire quel système va être finalement utilisé, j'en sais rien. C'est ce qu'on appelle un trade-off, c'est-à-dire un choix qui va... beaucoup de critères sont mis en avant. Ce qui est sûr, c'est que les experts disent ce véhicule-là, si on démarre tout de suite, ils étaient en 2014, il ne sera pas prêt avant 2040. Donc ça va mettre beaucoup de temps. Et c'est là où SpaceX est complètement fanfaronne. Ça ne sera pas avant 2040 qu'on pourra imaginer de se poser. Mais le problème, c'est qu'il y a pire que ça. Il y a pire que l'atterrissage. En termes de difficulté, c'est le redécollage, ce qu'on appelle le Mars sans véhicule. C'est l'engin qui doit repartir. C'est probablement celui-là qui pose le plus de problèmes. Voilà typiquement à quoi pourrait ressembler ce type d'engin. Il y a une solution là qui ressemble un petit peu à ça. Et par rapport à la taille de l'astronaute,
C'est un engin dont le premier étage a servi à l'atterrissage, donc cet étage est vide, et cet étage-là est plein d'ergols. La question c'est, est-ce qu'on fait le plein sur Mars ou pas? Parce que si vous savez qu'une fusée, typiquement, la masse d'une fusée c'est 80-90% de carburant. Donc si cet engin arrive à vide, il est relativement léger, il est facile à faire, si on arrive à faire le plein sur Mars. Et l'idée c'est d'utiliser des moteurs qui sont bien connus, qui s'appellent des moteurs oxygène méthane liquide, pour le moteur qui va probablement décoller. Mais si la fusée est pleine d'ergols, ça va être beaucoup plus complexe parce que l'engin est beaucoup plus. En plus, ça pourrait être une fusée à 2 étages, comme c'est représenté ici. Et en gros, c'est ce qui est présenté là, dans un schéma un peu compliqué. Si vous devez tout amener depuis la Terre, typiquement, on est dans la gamme des 30 tonnes de carburant. Mais si vous faites atterrir votre MAV et que vous fabriquez l'oxygène et le méthane sur Mars, là, on est à peu près à 3 tonnes. Donc vous voyez qu'il y a quasiment un facteur 10 en masse entre l'engin qu'on fabriquait sur Mars, suivant qu'on arrive à fabriquer les ergols. Alors en termes d'énergie, il en faudra beaucoup. ISRU, ça c'est pour fabriquer, là on est uniquement dans le cas où on fabrique l'oxygène. Il faut déjà des panneaux solaires 100 kW. Avec un système nucléaire, on serait plutôt à 30 kW. L'avantage du réacteur, c'est qu'il fonctionne 24 heures sur 24, alors que l'électrique solaire ne fonctionne que le jour. Mais il faut en fabriquer beaucoup. Alors, ne vous inquiétez pas de tout ça. La seule chose à regarder, c'est ce qui est en bas à droite. Si vous voulez alimenter une base alimenter les différents moteurs et autres, en gros, il faut fabriquer 68 tonnes d'eau. Il faut extraire 68 tonnes d'eau pour fabriquer de l'oxygène et puis extraire du CO2 pour fabriquer du méthane. Donc vous voyez, les quantités sont très importantes et c'est là où, encore une fois, il y a une énorme point d'interrogation sur la faisabilité de cette affaire et il va falloir s'y consacrer le plus vite possible. Pour l'instant, vous savez que sur Persévérance, il y a MOXIE. Et MOXIE, c'est un démonstrateur de transformation du CO2 en oxygène. Et le but, c'est d'utiliser l'oxygène à la fois pour respirer, mais aussi pour le moteur oxygène-méthane dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors c'est un démonstrateur qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Il a fait 5 grammes d'oxygène. Mais en pratique, il va falloir, je ne sais plus quel est le chiffre, il va falloir fabriquer 20 tonnes d'oxygène. Donc on est loin du compte. Du point de vue nucléaire, il y a de la R&D, voilà un démonstrateur qui s'appelle le Kilopower, c'est un petit réacteur d'1 kilowatt. Et la réalité, c'est qu'il faudra que ce petit réacteur, il faudra le rendre extrêmement fiable, et puis pouvoir fabriquer un système plutôt de l'ordre de 30 à 40 kW pour alimenter l'ISRU, alimenter la base, donc sans risque au lancement, très fiable, c'est-à-dire un réacteur presque autonome. Il ne s'agit pas de se promener tout près du réacteur qui est radioactif, donc il faut qu'il puisse fonctionner très simplement. Et puis après, vous avez les risques au lancement. Alors, pour ce qui concerne les risques au lancement, le schéma que la NASA et d'autres mettent en avant, c'est que comme votre réacteur est vierge, c'est-à-dire qu'il n'a pas fonctionné jamais, il est très peu radioactif. Donc vous envoyez dans l'espace un réacteur qui est faiblement radioactif, et à partir du moment où il est sur une orbite de sécurité, vous le faites diverger, et là il devient très radioactif. C'est ça le schéma qui est mis. Alors un mot sur les radiations, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Le problème des radiations, il est sérieux. Là vous avez 69, 70 jusqu'à 73, les missions Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et vous avez ici les éruptions solaires, avec le point jaune, et ce point rouge ici. Et vous voyez que le point rouge, il arrive dans mort instantanée. Ça veut dire que si les astronautes d'Apollo 16 ou d'Apollo 17 étaient sur la Lune au moment de cette éruption, ils seraient morts. Donc il y a quand même un risque très sérieux dans le cas des éruptions solaires. C'est un problème, c'est un petit peu la roulette russe. Ça veut dire que si l'éruption solaire arrive pendant la croisière vers Mars, ou même sur Mars ou sur la Lune, il y a un risque de radiation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se protéger des éruptions avec un bouclier relativement
important, mais ça c'est faisable. Du point de vue des radiations dites galactiques, qui sont beaucoup plus énergétiques, ce qu'on appelle les GCR, Galactic Cosmic Rays, ils sont 1000 fois plus énergétiques que les éruptions, vous ne pouvez pas vous protéger. Il faudrait un bouclier d'environ 1 mètre d'épaisseur. Ça, c'est totalement rédhibitoire, ça pèserait beaucoup trop. Les techniques un peu idéalisées par certains de dire on va créer un champ magnétique artificiel pour se protéger, eh bien ça ne marche pas, dans la mesure où c'est un petit peu, si vous disiez aux astronautes, bien écoutez, c'est pas grave, vous allez vivre sous une ligne à haute tension. Or, on n'habite jamais sous une ligne à haute tension. Donc vivre dans un champ électromagnétique extrêmement puissant, c'est pas une très bonne idée. Donc en fait, pour les rayonnements galactiques, il n'y a pas de solution, les astronautes vont se faire irradier. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est dramatique? Ben, c'est sérieux, mais c'est pas non plus complètement désastreux. En gros, alors en plus il y a un problème homme-femme, ça qui existe réellement. C'est-à-dire que les hommes sont moins sensibles aux radiations que les femmes. J'y suis pour rien, c'est pas moi qui le dis, je suis pas expert. Et typiquement, pour des hommes de 50 ans, j'ai écrit pour m'amuser non-fumeurs, mais c'est du lourd. Mais 55 ans, ils peuvent tenir 600 jours. Or, l'homme sur Mars, ça sera plutôt 900 jours. Donc en fait, ils vont dépasser les limites de la législation actuelle. Et au moment où j'avais écrit cette slide, j'avais conclu qu'il va falloir un comité d'éthique. Je l'avais écrit ici. Et bien en fait, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Le comité d'éthique vient de sortir son rapport et la NASA vient de changer ses règles. Juillet 2021. Donc c'est la semaine dernière. Et la NASA s'est proposée, mais je pense que ça va être adopté, a décidé que la législation pour les astronautes, hommes ou femmes, no sex or age dependency, c'est écrit comme ça, 600 millisieverts. Ce qui est nettement au-dessus de ce qui était prévu auparavant. Néanmoins, les Européens sont déjà à 1000. Donc en fait, la NASA est moins, et comment dire, déjà l'Europe, c'est plutôt 1000, les Russes c'est 1000, les Canadiens c'est 1000. Or, pour une exposition sur Mars, c'est ce point-là, on est à 1000. Donc en fait, la dose qu'ils vont recevoir, en moyenne, c'est 1000 millisieverts. Ça veut dire qu'ils vont pas mourir, mais la probabilité de cancer va être quand même nettement au-dessus d'un astronaute qui va pas vers Mars, tout simplement. D'où le fait que probablement les astronautes seront assez âgés, plutôt 55 ans. Et le fait qu'il y a eu ces vols avec les jumeaux, donc il y a un jumeau qui a volé par l'autre. L'idée c'est de comparer sur deux jumeaux, vraiment des vrais jumeaux, parce que c'est vraiment la capacité de réparer votre ADN. Ça pourrait être un critère de sélection d'astronautes. Si vous avez une bonne capacité de réparer votre ADN, vous pouvez aller sur Mars. Si vous n'avez pas cette capacité, vous n'êtes pas bon. Alors là, il y a une petite phrase qui dit propose carrière those limits, c'est pour toute votre carrière, could be exceeded with individual waiver. Ça veut dire qu'on pourrait faire des dérogations. Et toutes ces phrases signifient que la NASA, évidemment, créera des dérogations parce que la dose qu'ils vont recevoir sera plutôt autour de 1000. Voilà comment on va traiter les radiations. C'est préoccupant pour la santé des astronautes, mais c'est pas ça qui va empêcher. Maintenant, je suis presque au bout. Typiquement, les aspects budgétaires, c'est aussi le grand défi parce que on est sur un programme de 30 ans qui pourrait coûter 400 milliards et il faut que ce programme soit maintenu sur des durées extrêmement longues avec des budgets qui n'augmentent pas trop, d'où cette nécessité d'avoir des étapes pour que le budget de la NASA, typiquement, augmente de 2,5% par an. Et vous avez ici les différentes étapes possibles. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça qui est proposé aujourd'hui, et c'est ça qui est en train de se passer avec l'étape lunaire. Pour finir, juste un mot sur le pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est une question qu'on pose souvent. Et la réponse est assez compliquée. Voilà. Il y a 2 slides sur le pourquoi. Donc, par exemple, pourquoi les Américains vont envoyer un homme sur Mars? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? La réponse est absolument non. Et est-ce que c'est pour des raisons technologiques?
La réponse, c'est que si vous voulez vraiment développer les nouvelles technologies, il y a des moyens beaucoup plus simples de le faire sans dépenser 400 milliards. Est-ce que c'est un argument de sécurité nationale? Parce qu'avec les Américains, c'est très important. Là, ils disent que c'est quand même pas sérieux d'évoquer la sécurité nationale. Est-ce que c'est un argument de statut et de relations internationales? Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le soft power. Et ça, les Américains aiment bien entraîner leurs partenaires. Donc ça, c'est sûr, c'est un argument. Est-ce que c'est bon pour l'éducation et l'inspiration des jeunes? Certainement, même si les jeunes sont souvent plus intéressés par des missions scientifiques type Curiosity que l'homme sur Mars. Maintenant, est-ce qu'un homme fait mieux que le robot? La réponse est oui. Aujourd'hui, l'homme est beaucoup plus efficace que le robot, il est plus rapide, il est plus flexible, c'est-à-dire qu'il s'adapte mieux, mais ce critère peut s'inverser au date à déterminer dans le futur. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra imaginer des robots qui seront extraordinairement plus efficaces, donc cet argument, sur le long terme, il n'est pas forcément valable. Est-ce que c'est parce qu'il va falloir organiser une survie? Parce que la Terre va devenir invivable? Ça, c'est l'argument d'Elon Musk, mais c'est un argument absolument très professionnel. Et on pourrait imaginer que Mars soit un plan B pour une planète qui serait en surchauffe. Après, est-ce que c'est le destin de l'humanité? Là, il y a un peu de ça. Finalement, la question de l'homme sur Mars, c'est cette volonté de voyager le plus loin possible sur les échelles de temps, encore une fois, extrêmement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a eu la Lune, ça a été fait, les astéroïdes sont se faisant en parallèle, c'est pas très très excitant, et puis il y a Mars qui est une étape quasiment obligée. Donc, finalement, les conclusions de ce rapport, c'est jusqu'où pourra-t-on envoyer des humains dans l'espace? Donc Mars est une étape, derrière, au XXIe siècle, à l'avenir, on n'ira pas beaucoup plus loin. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'est-ce que les hommes pourront découvrir et faire? Ça signifie qu'aujourd'hui, on ne sait même pas ce à quoi l'homme va servir. On sait qu'il va servir à fabriquer la station, à entretenir la station, c'est ce qu'on voit dans l'ISS. Les hommes dans l'espace, dans l'ISS, la moitié du temps, ils s'occupent de maintenir la station en fonctionnement. Mais on ne sait pas très bien à quoi ils vont servir sur Mars. Au même titre que sur la Lune, on ne savait pas très bien à quoi ils allaient servir. Et donc, on s'est dit, bon, ils vont s'en mettre plein les poches de cailloux. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été pour un grand bénéfice scientifique. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la recherche de la vie sur Mars qui justifie l'homme sur Mars. Vous avez bien compris que ce n'est pas la science qui est le moteur de tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de raison unique. Et concernant l'intérêt du public, il ne faut pas se tromper. L'intérêt du public est très modeste sur ce sujet. Il y a des passionnés partout. Mais si vous faites des sondages, l'homme sur Mars est considéré comme très dispendieux et je dirais que le public est peut-être beaucoup plus intéressé par des découvertes médicales pour leur santé ou des découvertes scientifiques. Donc ce n'est pas un argument extrêmement solide. Et je dirais une raison qui n'est pas mentionnée dans le rapport, c'est le fait que, c'est ce que j'ai mentionné à un moment, c'est que les Américains sont les seuls pays au monde à consacrer la moitié de leur budget, c'est-à-dire 10 milliards par an pour l'activité. Et quand vous êtes dans ce schéma-là, avec 70 000 emplois concernés en ce moment, le lobbying interne, c'est-à-dire les industriels qui savent faire le lobbying, mais aussi tous les congressmen. Le congressman de la Floride se soucie qu'il y ait des lancements en Floride. Le congressman de Houston se soucie qu'il y ait une activité à Houston pour l'ISS. Tous ces congressmen vont être poussés vers le maintien de ces lobbies. Donc il y a une espèce de lobbying interne très puissant qui fonctionne très très bien pour coûte que coûte maintenir une activité. Et donc aujourd'hui, cette activité, c'est Mars qui fixe cette limite et ça perdure depuis 70 ans. Donc, il ne faut pas insulter l'avenir. Donc, quand Barack Obama a supprimé un retour sur la Lune qui s'appelait Constellation, ceux qui s'en souviennent, c'était en 2010, Barack Obama n'a jamais dit qu'on n'enverrait pas les hommes sur Mars. Parce qu'il sait très bien que le président qui va lui succéder peut inverser cette décision en disant mais si, on va y aller. Donc, aucun président des États-Unis n'a jamais voulu annuler cet objectif. Donc, ça perdure depuis des décennies. C'est pour ça que je suis assez convaincu qu'ils vont le faire. Même si ça va prendre beaucoup de temps.
je viens de vous raconter là, c'est un petit peu ce que je décris par le dans ce livre. Donc je vous remercie.